quoi. Donc ça change beaucoup de choses. Ouais. Alors vous avez parlé d'écrasement des lignes hiérarchiques, wow, super, je vais pouvoir envoyer un mail direct à mon patron, ou alors de réseaux sociaux internes, mais quand même, est-ce qu'il ne faut pas être prudent avec ces outils, et quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on les utilise? Alors, une première chose, c'est que, comme l'évoquait, il y a effectivement de plus en plus d'éthique autour notamment du recrutement sur les réseaux sociaux, etc., avec des choses qui s'interdisent de faire. Mais néanmoins, il faut quand même faire attention parce que le digital, c'est aussi une économie de la trace, donc on laisse des traces. Il faut éviter quand même d'avoir une activité complètement délirante online qui puisse un petit peu effrayer votre futur réputation. C'est une chose qui est très importante. Il faut soigner son profil LinkedIn, il faut vraiment le rendre le plus concret, le plus opérationnel possible. De plus en plus, moi je reçois de moins en moins de CV, mais de plus en plus de profils LinkedIn, de liens vers un profil LinkedIn. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment soigner. C'est pas la seconde roue du carrosse. Tiens, si je me faisais un profil LinkedIn, non, il faut vraiment soigner ça au même titre que... Mais alors, si je me souviens bien, il y a eu une époque où on disait qu'il faut customiser son CV en fonction de l'employeur auquel on l'adresse. Est-ce qu'envoyer un lien vers un profil LinkedIn, c'est pas un peu un acheter de tract qui n'est pas assez personnalisé finalement? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ça aussi? Il y a toujours la lettre de motivation qui peut venir accompagner tout ça. Il y a aussi finalement une identité numérique. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est aussi qu'il y a le profil LinkedIn, il y a le compte Twitter éventuellement. Tout ça commence à avoir du sens et commence à créer une vraie identité numérique. Donc, à partir du moment où le CV, qui m'arrête si je me trompe, mais devient quasi secondaire dans certains milieux, il y a vraiment toute cette attention à comment est-ce que je crée mon profil numérique sur tout l'ensemble de mes canaux. Là, du coup, avec une cohérence. Alors, Lubomira Web, quelles sont les perles, entre guillemets, ou les erreurs les plus flagrantes que vous avez pu constater dans le cadre d'un processus de recrutement, par exemple? Je vais dire bonjour à l'assistant. Ah, effectivement, oui. Et vous avez un souvenir comme ça de... Non. Tout le monde, grâce à Internet, tout le monde est parfait, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Donc, je vais donner maintenant la parole à Marie-Christine Levet, qui est directrice du fonds d'investissement Jaina, qui a été fondé par Marc Simoncini. Le fonds de dossiers par mois. Nous voyons à peu près une vingtaine de dossiers et nous voulons en faire à peu près entre 10 et 15 par an. Donc il y a une sélection. Je dirais déjà le positionnement de Jaina est assez nouveau dans l'ère, la sphère un peu des fonds. Pour présenter l'entreprise un petit peu, oui. Nous sommes un peu cette nouvelle génération de fonds d'entrepreneurs qui existait beaucoup aux États-Unis mais qui n'existait pas encore en France, et nous voulons arriver entre le business angel et le fonds d'investissement classique, et c'était un peu un trou dans la chaîne de valeur, dans la chaîne d'investissement en France, puisque le premier argent pour créer sa boîte, c'est toujours le plus difficile à obtenir. Une fois que votre entreprise fait du chiffre d'affaires, que vous êtes profitable, vous avez toujours des gens qui sont intéressés par investir chez vous. Pourquoi c'est quoi la caractéristique du fonds d'investissement par rapport au business angel? Le business angel, normalement, c'est ce qu'on appelle le love money. Ça peut être votre oncle, votre père, votre conjoint, vos amis qui mettent un tout petit, en général des tout petits tickets pour vous permettre au moins de commencer à avoir quelque chose à montrer. Et ensuite, il y a le fonds d'investissement classique qui en général met plusieurs millions d'euros, mais demande souvent à ce que l'entreprise ait, souvent les critères du fonds d'investissement, c'est que l'entreprise ait au minimum 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça n'arrive pas en général tout de suite. Et nous intervenons entre les deux, donc dans ce qu'on appelle le premier tour de table, ce qui est en général le plus difficile à convaincre, parce que vous avez des premiers résultats, mais vous n'avez pas encore complètement démontré. Donc de notre part, c'est aussi une part de risque plus importante. Hein. Mais c'est ce qui existe aux États-Unis. C'est un peu ce qui a fait aussi émerger les grands succès américains. Je ne sais pas si ceux d'entre vous qui ont vu Social Network, mais à un moment donné, Mark Zuckerberg va chercher ses 500 premiers milliers de dollars, et c'est ce qui l'aide un peu à démarrer. Donc voilà, donc on est dans ce créneau. Donc les critères de sélection, je dirais c'est avant tout, est-ce que le projet répond à un besoin? Est-ce qu'il y a un marché? Parce que souvent il y a des bonnes idées, des beaux projets, mais il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de marché. Donc est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a aura une taille suffisante? Ensuite, je dirais en deuxième et en critique, c'est l'équipe. Donc c'est vraiment la complémentarité de l'équipe. En général, on aime bien des équipes mixtes. Un bon technicien tout seul est toujours mieux quand il est accompagné d'un bon marketeur commercial. C'est rare les one-man show
formidable. C'est souvent avant tout une complémentarité d'équipe, son track record, ce qu'elle a fait avant, ou si elle en a moins, comment elle s'est fait accompagner, s'est conseillée. Et je dirais en troisième, c'est l'épreuve du business model. Est-ce qu'il y a, surtout sur Internet, parce qu'on a vu des business models les plus fantaisistes apparaître, qui les sociétés ont souvent fait faillite dans les années suivantes. Donc est-ce qu'il y a un business model qui tient la route? Est-ce qu'il y a un modèle économique Comment vous le testez? C'est uniquement le flair? C'est l'expérience? Je dirais que alors nous, notre spécificité, c'est d'être depuis très longtemps dans l'Internet. Les gens du fond, on est une toute petite équipe et ça fait depuis 15 ans qu'on évolue dans ce secteur. Donc on a vu aussi beaucoup d'échecs, on a vu pas mal donc on commence à voir, on investit que dans des sociétés que l'on comprend beaucoup, parce que l'idée c'est d'apporter de la smart money, donc c'est pas seulement de l'argent, mais c'est aussi d'accompagner les entrepreneurs, de les aider, de leur ouvrir des portes, de les aider dans des partenariats. Et donc on investit avant tout dans des modèles économiques que l'on connaît, que l'on comprend, sur lesquels on a essuyé aussi des plâtres, on a fait des erreurs, on sait ce qu'il faut essayer de faire, pas faire. Voilà, donc on reste vraiment dans notre domaine d'expertise qui est l'Internet. Quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on vous propose ou présente un dossier? Alors je dirais les business plans, on en reçoit tellement, donc c'est pas la peine. Moi je pensais, j'avais dû suivre des cours de business plan, on me disait de faire des business plans de 50, 60 pages. C'est pas la peine, personne n'a le temps de les lire. Donc c'est mieux une présentation d'une dizaine de pages assez claire, directe, que des longs business plans de 60 pages. Ensuite, je dirais attention au phénomène de mode. On reçoit beaucoup de dossiers. Alors typiquement, les dossiers de Groupon, je sais pas si les gens sont au courant de ce qu'est le Groupon. Le Groupon, c'est cette société qui a failli se vendre Google. Par Google pour 6 milliards, et c'est assez récente. Les dossiers de Groupon, il va y en avoir 20. C'est quoi Groupon? Ça consiste en quoi? Et Groupon, c'est du couponing local. Ça vous permet d'avoir des réductions dans le coiffeur du coin, l'esthéticienne, et donc il y a quand même une prime au leader importante. Et c'est vrai que des sociétés Groupon, il y en a 22, 25 qui ont dû. Donc voilà, donc attention au phénomène de mode. Si vous arrivez, l'ascension arrivée trop tard. Là, ça marche avec pas la géolocalisation, avec l'adresse IP, ils arrivent à savoir où vous êtes géographiquement. C'est pas de la géolocalisation, non. Là, ils le font par non, ils le font par de l'email. Ils envoient des emails massifs et voilà. Après, ils pourront un peu cibler mieux les gens en fonction de leurs affinités. Là, pour l'instant, c'est plutôt de l'envoi d'emails massifs. Donc, c'est avant tout celui qui a la plus grande force de vente qui va réussir. C'est celui qui a pu avoir la plus grande base client. Et après, ça, vous habitez. Et par exemple, si vous êtes au Batignolles, ils vont vous adresser un coupon pour aller au restaurant des Batignolles. On peut faire des Batignolles. Donc ça c'est fait, donc on en parle plus. Il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est clair qu'il n'y aura pas de la place pour, il y aura peut-être de la place pour 2, 3, mais il n'y aura pas de la place pour 15 projets. Voilà, attention aussi à l'arrogance sur les valorisations. Il y a certaines personnes à l'arrogance sur les valorisations, parce que certaines personnes qui ont trouvé de la love money à une valorisation importante, puisqu'en général les gens utilisent souvent ça pour faire de la défiscalisation, et donc du coup ne font pas trop attention à la valorisation, et ensuite se retrouvent avec des sociétés qui font pas de chiffre d'affaires et qui veulent valoriser des millions d'euros. Bon, ça existe que dans les films, donc il faut faire attention. Vous pouvez nous expliquer en 2 secondes la valorisation et puis au niveau du fisc, les conséquences? Non, ça c'est juste, c'est sur la défiscalisation. Aujourd'hui, la fameuse loi qui est en train d'être remise en compte avec la remise en cause de l'ISF. Il y avait la fameuse loi TEPA qui permettait à des investisseurs, donc du business angel, qui investissaient dans des jeunes entreprises, dans de la start-up, de défiscaliser 75% de leur investissement. D'accord. Et donc du coup, pas mal de gens se disaient, bon, perdu pour perdu, mettez de l'argent et ne faisaient pas attention dans ce dans quoi ils mettaient. Et ça peut créer des problèmes pour la start-up qui du coup se retrouve avec très cher, et le jour où elle veut trouver un peu plus d'argent pour la développer, plus personne ne veut y aller, puisque cette société fait en général même pas quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire pas de chiffre d'affaires, et c'est valorisé quelques millions d'euros. Donc ça, je dirais, ça n'existe que dans les... C'est un piège, c'est un capital d'un million d'euros, un piège de la valorisation. 10 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, un piège de la valorisation. Non, après, c'est avant tout, je dirais, l'expérience de l'équipe. C'est clair que si vous allez dans un secteur
mieux vaut prendre quelqu'un qui a déjà une expérience dans ce secteur, je vais dire un peu des banalités, mais quelqu'un qui se lance dans l'e-commerce, je sais pas, dans la chaussure, mieux vaut s'associer avec quelqu'un qui connaît le secteur de la chaussure. Et ça veut dire que vous avez vu des dossiers où les gens ne connaissaient pas le secteur Ah bah oui, il y a pas mal de gens qui s'improvisent. Oui. Après, il peut y avoir des bonnes idées. Hein, mais, Justement, c'est la question suivante. Est-ce que vous avez des exemples de réussite grâce ou via Jaina Capital? Alors, Jaina, c'est tout récent. Hein. Le fonds a été créé en avril 2010. Donc, vous avez une réussite dans l'Internet, même si ça va très vite. Les belles réussites dont on entend parler, hein, ça fait en général 10 ans que les sociétés existent. Hein. Les Price Minister, les Au Féminin, ça fait même depuis 10 ans qu'ils existent et qu'ils ont revu et revu leur modèle. On dirait on est au tout début, nous, des aventures de nos startups. On a investi dans différents secteurs. On a investi dans du e-commerce parce que c'est clair que le e-commerce aujourd'hui, en France en tout cas, et en Europe, aux États-Unis, se développe très fortement. Hein. On a investi dans un site en Angleterre, dans un site de meubles, design, directement de l'usine, qui coupe un peu la chaîne de valeur de distribution du meuble. C'est MyFab ou un Voilà, c'est l'équivalent anglais, Made. Voilà, c'est made.com, c'est l'équivalent anglais de MyFab. On aime bien les projets un peu disruptifs, donc qui apportent quelque chose de nouveau dans une façon de commercialiser, une façon de promouvoir quelque chose. On a investi dans Made, on a investi dans AppsFire. Alors pour tous ceux qui ont un iPhone ou un Android, c'est un outil qui permet de trouver et de partager des applications iPhone. C'est ce qui se passe qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui dépensent beaucoup d'argent pour faire leur application iPhone, qui recrutent des excellents développeurs, et les applications iPhone sont perdues finalement, impossible autant dans le web, avec un Google, vous arrivez finalement à trouver des petits sites. Là, vous êtes très dépendant de l'App Store et c'est très difficile d'émerger avec une application iPhone. J'ai pas compris, là, pardon. Et donc, AppsFire vous permet de trouver des applications iPhone qui correspondent à vos goûts. Donc, c'est un peu du Google de l'application. Google des applications. D'accord. Voilà, on a investi. Donc, c'est un peu. On est assez précurseurs, donc on a investi dans des choses qui devront être grandes demain, qui ne seront pas grandes tout de suite. C'est un peu des nouveaux secteurs. On a investi dans un site aussi sur de la géolocalisation et du couponing, donc Plice, oui. Voilà, qui vous permet. Plice ça se développe. Hein, donc Plice vous permet de retrouver où sont vos amis et typiquement va vers un modèle de couponing hein, sur le mobile. Alors ça, personne n'y croit à la géolocalisation en général. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots comment ça marche? Parce que je crois que c'est comme Foursquare. Le modèle est assez malin. Voilà, la localisation, c'est vous arrivez dans un bar, dans un restaurant, vous faites un check-in, ça vous dit voilà, je suis arrivé, et tout ce modèle-là, c'est un modèle de couponing. C'est-à-dire vous allez faire à terme un check-in dans le magasin H&M, et puis si vous aurez fait un check-in, vous allez montrer votre coupon. Donc là, ça veut dire que vos amis sur le mur de je ne sais quoi savent que vous êtes au restaurant machin. Voilà, ils peuvent venir vous voir, ça marche assez et vous pouvez être le maire ou le capitaine de tel restaurant, et c'est vrai que le modèle derrière, c'est de la publicité locale, et c'est du couponing local. On est au tout nouveau, au tout début de ces nouveaux modèles économiques. Donc Plice, on a investi dans un service qui vous permet, alors là plus facile, mais qui répond à un besoin, de trouver un restaurant, Restopolitan, de réserver un restaurant. Et là aussi, vous avez du resto privé, c'est-à-dire des offres de réduction sur quelques restaurants qui vous permettent de dîner chez des grands chefs à moins de 5 €. Il y en a plein des sites de restaurants. Alors qu'est-ce qu'il a de plus? Il y en a deux. Il y a La Fourchette et Restopolitan. Ouais. Voilà, donc La Fourchette a été rachetée par Smartbox, ceux qui font les coffrets. Donc voilà, donc ça répond à un besoin. Il y a plein de gens qui vont au restaurant à midi, qui n'ont pas le temps de réserver ça, et qui font ça par internet, c'est plus facile. Ou sur le téléphone. Ou sur le téléphone, c'est plus facile. Voilà, donc on a à peu près une dizaine d'investissements. On a investi également dans le régime du camp, donc je pense que certains doivent connaître dans la salle. Donc c'est ce fameux régime qui normalement fait des miracles. Donc sur la partie internet, en tout cas, comment on reçoit pas mal de choses en ligne, on reçoit des SMS, et on a investi, j'ai vu que c'était un des sujets de la conférence avant, dans Winamax, qui est aussi un site de poker en ligne. Eh bien écoutez, vous avez bouclé la boucle. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, on revient au sujet initial. Alors, bien entendu, maintenant, nous allons donner la parole à la salle.